Babyliss Pro, ça fait un certain nombre de temps. Et, éclaire-nous sur ton parcours et sur ce que tu retires de ça aussi. Alors déjà, ce qui est génial avec ce métier, c'est qu'en fait, déjà on est libre, donc ça c'est super important. On a la possibilité de couper des cheveux en salon, indépendant, on peut être que coloriste, on peut être youtubeur si on veut, on peut être formateur, on peut voyager. Ce qui est génial, c'est que ce métier, on peut le faire n'importe où, n'importe quand, sur n'importe qui. Donc ça, c'est pour rejoindre un petit peu ce qu'on avait commencé à discuter. Et par rapport à la thématique d'ambassadeur, donc c'est vrai que c'est un plus, ça nous permet d'avoir déjà du matériel en exclusivité et aussi pouvoir s'éclater, aller faire des conventions, aller couper devant des gens, partager avec la communauté. Et si vous voulez, on peut vous partager des astuces sur le sujet, comment devenir ambassadeur, peut-être, oui. tu vois. Donc ça va intéresser des gens. Moi, c'est une histoire atypique. En fait, j'étais en CAP coiffure il y a 5 ans. Je me suis reconverti, du coup, je suis retourné à l'école pour faire le CAP. Et en fait, il y a Babyliss Pro qui est venu faire une démonstration, nous montrer leur tondeuse. Et moi, en fait, à la fin de cette démonstration, je suis allé les voir. Je leur ai dit, voilà, écoutez, j'ai fait une petite vidéo sur YouTube où je parlais de vos tondeuses. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut collaborer? Vous m'envoyez des tondeuses et on fait un truc. J'ai reçu 0 réponse. Et au bout de 5 mois, je regarde dans mes spams. J'ai vu qu'ils m'avaient répondu au bout d'1 mois. Et ils m'ont dit, ouais, avec plaisir, Sergio. Je les ai rappelés. Ils m'ont envoyé un gros colis. Et depuis ce jour-là, on est ensemble. Et en fait, en gros, si je peux vous donner un conseil pour ceux qui veulent être ambassadeurs ou représentants d'une marque ou d'une boutique, il faut déjà trouver son axe de communication. Créer un personnage, qui tu veux être. Est-ce que tu veux être le barbeur hairstyliste qui est très créatif? Est-ce que tu veux être le mec un peu plus solide qui montre, qui est capable d'envoyer plein de coupes à la journée, qui charbonne en salon? Trouve ton axe de communication, sois propre sur tes réseaux sociaux. Voilà, quelque chose de joli visuellement à regarder. Et puis après, travaille dur déjà dans un premier temps. Et n'hésite surtout pas à te rediriger vers les marques, à envoyer des messages, à leur dire voilà, écoute, regarde mon contenu, est-ce qu'on peut collaborer? Et lâche pas l'affaire. Et un jour, tu vas voir, ça va tomber. C'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que il faut se dire souvent, qu'est-ce que je peux apporter à la marque? Je veux devenir ambassadeur, ok. Mais pourquoi ils me choisiront moi plutôt qu'un autre? Et nous, on se connaissait avant que tu deviennes ambassadeur pour Babyliss Pro. Et quand on avait discuté, tout de suite, j'avais vu que tu étais très technique, que tu étais passionné par le matériel. Et en fait, ça, c'est une vraie valeur ajoutée pour une marque, d'avoir quelqu'un qui est passionné et qui n'est pas juste là pour gratter du matériel et puis pour coiffer. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui veulent évoluer dans cette direction-là. Posez-vous la question, ok, qu'est-ce que moi je vais apporter à la marque? Kamal, toi aussi, tu as eu un parcours... Oui, j'ai eu une expérience en tant qu'ambassadeur avec une marque aussi, qui a été une très bonne expérience. Je regrette pas d'avoir fait, c'était très bien. Et puis collaborer avec une marque, ça peut apporter certaines opportunités, certaines expériences. Après, la manière dont on peut être ambassadeur pour une marque, il y a plein de manières, il n'y a pas qu'une seule manière. Moi, de ce que j'ai vu après avoir discuté avec plein de personnes qui ont été ambassadeurs, il y en a qui les ont démarchés directement par candidature spontanée, il y en a qui ont été démarchés directement par les marques. Il n'y a pas une démarche officielle pour être ambassadeur. Des fois, c'est aussi le feeling avec la marque. Et comme disait Sergio, il faut connaître son identité, être fidèle à son identité et aussi connaître les valeurs de la marque. Parce que au-delà du fait de vendre du matériel, une marque, elle est porteuse de valeurs. Est-ce que vous êtes en phase aussi avec les valeurs de la marque? Parce que c'est vrai qu'être ambassadeur, c'est tendance, c'est gratifiant. Vous êtes passionné et ce qui vous motive aussi à être ambassadeur. Et voilà, en tout cas, c'est ce qui... Moi, je dirais aussi, souvent dans le barbering, on a des parcours atypiques. Nous trois, d'ailleurs, qui sommes là, on a 3 parcours atypiques qui sont totalement différents les uns des autres. Et je dirais que votre expérience que vous avez fait dans un autre métier ou dans un autre domaine, servez-vous-en, c'est une marque, c'est vraiment une qualité, c'est une richesse, servez-vous-en pour l'utiliser dans le barbering. Moi, c'est ce que j'ai fait perso, je sais que c'est ce que vous avez fait aussi. On a parlé d'ambassadeur, mais il n'y a pas que cette direction-là. J'ai un petit truc juste pour terminer. On pourrait penser que le nombre d'abonnés est très très important pour décrocher des contrats de partenariat, mais sachez que c'est pas le plus important. Moi personnellement, quand j'ai débuté avec Babyliss Pro, j'avais peut-être 5000 abonnés sur Instagram. Le plus important, c'est votre travail.
Le nombre d'abonnés, c'est qu'un trophée, si vous voulez. Le plus important, c'est votre travail et votre capacité à vous donner quand vous êtes invité à faire des conventions, à faire des démonstrations. Ça, le terrain, c'est le plus important. L'engagement. D'ailleurs, le nombre d'abonnés, on pourra peut-être en parler tout à l'heure sur le volet réseaux sociaux pour les barbeurs. Mais c'est vrai que le nombre d'abonnés, c'est ce qu'on appelle un vanity metrics. C'est une mesure de vanité, entre guillemets, qui peut vous aider, mais qui peut aussi vous handicaper. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. On en revient toujours à la même chose. L'engagement et la valeur ajoutée qu'on apporte. On a parlé d'ambassadeurs, mais il n'y a pas que ça. On peut ouvrir des salons aussi. On peut gérer de la com, comme tu nous disais tout à l'heure, Kamal. Et d'ailleurs, pour gérer des salons, plusieurs salons, on aura Geoffrey Caveau qui sera sur le talk. Et lui, justement, il a 3 salons. Et je dis, mais comment tu fais pour gérer 3 salons, être ambassadeur d'une marque et entreprendre ce que tu fais? Donc on en parlera ce volet-là justement avec Geoffrey Caveau. Seconde question, quels sont les acteurs du développement du barbering en France? Une question assez large. On peut évaluer. Alors les acteurs, si je peux fonctionner par mon ordre de priorité, alors peut-être la liste elle est non exhaustive, mais on a dans un premier temps, dans les acteurs du barbering, de l'industrie du barbering, on a les clients. Les clients, les modèles, ils sont un acteur majeur quand même dans le développement, sans quoi on ne pourrait pas exercer notre métier. Ensuite, on a les praticiens, entre guillemets, les barbeurs, les coiffeurs, qui sont là pour servir une clientèle ou réaliser sur des modèles. On a les formateurs, sans qui les barbeurs ne pourraient pas se former et avoir ce bagage technique qui leur permettra ensuite de servir les clients. On a les marques, qui sont des acteurs majeurs aussi dans l'industrie du barbering. Les marques qui, je pense, comptent sur nous, sur notre activité. En fait, c'est une synergie. C'est un cercle. Voilà, c'est un cercle entre les marques, les acteurs dont vous faites partie, dont on fait partie aussi, et puis aussi les modèles, les gens qui se coiffent, la tendance. Donc en fait, je pense que pour que ce soit vertueux, il faut qu'il y ait une marque qui soit engagée aussi dans ce développement, des représentants des acteurs de terrain, et puis aussi les modèles, le public qui suit. Et on a les distributeurs. Et les distributeurs. Qui sont des acteurs majeurs aussi. Et les distributeurs. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les distributeurs s'investissent beaucoup dans la communauté et dans l'industrie, sur de l'événementiel, sur de la formation aussi. Et je pense que c'est un acteur à prendre en considération. Et super important le distributeur, parce que regardez, il y a 4 ans en arrière, pour acheter de bonnes tondeuses, moi je me rappelle, sur des sites, généralement on achetait ça via les États-Unis. C'était galère pour trouver le modèle et c'était super cher. L'Allemagne aussi. Et là maintenant, ce qui est génial, c'est que c'est à portée de main. À portée de main, il a dit. La main, elle est là, ici. Ouais, grave. C'est soit il y a la boutique, soit en ligne. Maintenant, c'est génial. On veut du bon matériel et on veut s'éclater aussi, parce que là maintenant, les tondeuses, c'est devenu un plaisir. C'est comme les sneakers, par exemple. Moi, personnellement, dès qu'il y a une tondeuse qui sort, j'achète parce que c'est mon kiff. Après, j'ai ma petite sélection. Voilà, je me dis aujourd'hui, je me fais un kiff, je vais utiliser telle tondeuse ou telle tondeuse. Et maintenant, c'est un vrai plaisir. Tout ce qu'on nous propose justement pour améliorer les choses et faire du bon travail sur nos clients. Exactement, et maintenant il y a tellement de tondeuses, c'est pour ça qu'à la boutique du barbeur, déjà notre cœur de métier c'est la tondeuse, c'est d'avoir le maximum de modèles et aussi de les tester, de faire un retour sur YouTube, et lorsque vous venez à la boutique du barbeur, vous pouvez tester les tondeuses. C'est-à-dire que quand on investit sur une tondeuse à 300 €, eh ben, on a envie déjà de l'avoir en main, d'entendre le bruit, de pouvoir la tester. Et en fait, voilà, c'est le concept qu'on a développé à la boutique du barbeur. Il y a un siège et vous pouvez tester les tondeuses avant de les essayer. C'est ça, avant de les acheter. C'est génial. C'est ce relais-là qui est important justement entre les marques et les autres acteurs de l'industrie, notamment les barbeurs. Ce relais-là, effectivement, il est important. Et tout à l'heure, on parlait de valeur ajoutée. Et moi, quand je me suis lancé dans ce business-là, je me suis dit, je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée à apporter. C'est l'expertise terrain, l'expertise vraiment métier. Quand j'allais dans les magasins, déjà ça les embêtait de sortir la tondeuse de la boîte, c'est normal, c'est chiant. Et du coup, j'ai dit, il faudrait des tondeuses en expo, etc. Et du coup, lorsque vous visez quelque chose, posez-vous bien la question, qu'est-ce que vous pouvez apporter au business ? Parce que expertise métier, toi par exemple en tant que distributeur, déjà le distributeur, s'il a cette expertise métier, lui-même ça lui gratte en fait quand il reçoit les produits, il a lui-même envie de les ouvrir, de les tester, de savoir ce qu'ils ont dans le ventre, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Et ouais, non, c'est clair, l'expertise métier. On va débattre sur un sujet, c'est le enhancement. Enhancement, est-ce que vous savez ce que c'est ? Sur YouTube, est-ce qu'il y en a des gens qui connaissent le enhancement ? Donc en fait, c'est le fait d'améliorer on va dire les contours à travers différents produits comme la coloration, le semi-permanent ou la fibre. C'est une question qu'on a souvent débattue ensemble. Et c'est une question, en fait,
dans le barbering qui fait débat. Oui, le enhancement c'est de la triche, la fibre c'est de la triche, parce que lorsque je vais prendre ma douche ça va partir. Il y en a d'autres, bah non, c'est comme un brushing. Enfin voilà, c'est une valeur ajoutée à l'instant T. Voilà, qu'est-ce que, tiens, Kamal. C'est vrai que c'est un sujet qui fait débat. Le enhancement, donc soit la fibre ou le semi-permanent avec l'aérographe ou avec le pinceau. Moi, je trouve ça dommage que le débat soit aussi vif et qu'il soit aussi clivant, parce que finalement, c'est pas grand-chose. Alors, là où ça a posé problème, je pense, cette question de enhancement, c'est que ça a pu perdre un peu les gens sur les réseaux sociaux et ça a pu complexer les gens. Donc, ce que ça a provoqué chez les barbeurs, ça n'a pas forcément été un sentiment positif par rapport à leur personne et leurs compétences, quoi. Après, en soi, on fait un métier, comme j'ai dit au début, qui est très artistique, où je pense où il ne devrait pas y avoir beaucoup de limites. Changer l'apparence d'un modèle ou d'un client, c'est quelque chose qui fait partie de notre métier. Changer l'apparence naturelle, je veux dire. Quand on fait des couleurs, quand on fait un coiffage, on propose nous-mêmes à nos clients est-ce que tu veux un effet mouillé ou est-ce que tu veux un effet mat, naturel. C'est pas forcément un effet qu'il a d'emblée quand il se réveille le matin. C'est un effet qu'on apporte en plus, qui est artificiel. Donc cet artifice-là, c'est vrai que je comprends pas pourquoi il pose problème quand on l'applique sur les contours ou sur les contours d'une implantation de quelqu'un. Par contre, j'en avais discuté avec Kevin, mon collègue qui travaille avec moi, et il m'a fait une remarque. Ce qui est vrai, c'est que la technique donc de l'enhancement, elle vient cacher, elle peut venir des fois cacher un manque de compétences. C'est-à-dire qu'on apporte un artifice sur une technique réalisée. C'est-à-dire que quand on pose une couleur, c'est vrai que voilà, c'est prononcé dès le début, c'est artificiel, on le sait, une personne ne peut pas naître avec les cheveux bleus. Voilà. Sauf que c'est vrai que la fibre, ça peut porter à confusion parce que ça vient se fondre dans la couleur naturelle du contour. C'est vrai ça que vient renforcer en enhancement, c'est renforcement en anglais. C'est vrai que si on a mis le contour de travers, on l'a fait à la lame et qu'on met de la fibre dessus, et ben voilà, ça vient corriger. On rectifie le tir. Ouais. Moi je dirais plutôt que c'est une cerise sur le gâteau. C'est-à-dire quand on a fait quelque chose de bien, on vient rajouter la petite crème chantilly sur le dessus du gâteau pour que ça pète, quoi. En fait, je trouve qu'il y a deux perceptions différentes. Je pourrais associer l'enhancement comme un produit coiffant. Par exemple, tu termines ta coupe de cheveux, tu viens créer un mouvement avec ton produit coiffant et tout. En réalité, la personne, le lendemain, quand elle va se réveiller, pas coiffée comme ça. Elle va peut-être galérer à reproduire exactement le même coiffage que toi tu l'auras fait parce que c'est ton métier de bien coiffer. L'enhancement c'est pareil, tu lui fais des contours qui peut-être il n'a pas suffisamment de densité pour pouvoir les avoir au naturel. Il se réveille le lendemain, il les a plus. Donc à ce niveau-là, c'est un peu le même raisonnement. Donc en fait, moi je trouve ça cool de juste expliquer aux clients, par exemple, écoute, est-ce que tu veux que je vienne parfaire tes contours, parfaire voilà, ton manque de densité au niveau de la barbe, etc. avec un produit, avec un certain produit qu'il peut ensuite lui aussi acheter. Et s'il a envie d'aller en soirée et de renforcer un petit peu sa barbe, sympa à appliquer, tu vois. Mais si après sur les réseaux sociaux, tu viens, par exemple, admettons tu fais un dégradé à blanc qui n'est pas top, parce que voilà, tu n'as eu que 20 minutes pour le faire. Et puis derrière, tu le remaquilles avec de l'enhancement, donc tu retouches même le dégradé à blanc. Tu poses ça sur les réseaux sociaux et te dis voilà, work hard, il n'y a que le travail qui paye. Et ça porte tout le monde à confusion. Ça, c'est un autre raisonnement, c'est une confusion parce que du coup, grâce à ça, on peut camoufler un manque de compétences. Et donc, il faut vraiment dissocier les deux. Et une fois de plus, toujours justifier un peu son travail, pourquoi on l'utilise. En soi, voilà, ça fait partie, comme un produit coiffant, des outils qu'on a à notre disposition pour embellir notre travail. Pourquoi pas l'utiliser avec bon escient. L'enhancement, c'est comme un brushing. Voilà, tu vas sortir du salon, et ben tu vas être bien coiffé, bien positionner les cheveux, etc. Tu vas prendre ta douche, il n'y aura plus de brushing. Pour moi, l'enhancement, ça serait la même chose. Et même, on avait déjà eu débattu avec ça. Le brushing aussi, on peut camoufler aussi. Avec la cire, on peut camoufler. Exactement, ouais. Donc en fait, on s'arrête. Avec le lissage brésilien. Ça veut quand tu te lèves le matin, tu l'as toujours le lissage brésilien. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est enhancement, à la boutique du barbeur, on a ce qu'il faut aussi. On a le semi-permanent élégance, on a le airbrush, on a tout ça, on a la fibre aussi. Donc en fait, la question elle n'est pas tranchée, c'est faites ce qui vous semble bien pour votre travail. Et puis on va passer à la seconde question. La seconde question, c'est la dernière fois que tu es venu à la boutique du barbeur, on en a parlé pendant un petit moment. C'est la France et ses barbiers. Existe-t-il une French touch du barbeur? Si je commence. Sergio, commencez. Alors déjà, il faut retracer un petit peu l'histoire. Nous, on a été pénalisés pendant des années. Cette industrie-là n'était pas en France. Donc forcément, on s'est inspiré de beaucoup de pays autour de nous.
Donc c'est vrai que quand on regarde le travail de beaucoup de barbeurs français, il y a beaucoup d'inspiration anglaise, américaine, Amérique latine, pays de l'Est. Donc est-ce que dans tout ce travail-là, on a réussi à créer quelque chose et apporter une French touch? Moi personnellement, au quotidien, je trouve que comme déjà on est dans un pays où on a créé de grandes marques de luxe, on est Paris, etc., de grandes marques, Louis Vuitton, voilà. On a une expertise en fait, on arrive à atteindre un certain niveau de qualité de prestation qui est élevé et qu'on retrouverait peut-être pas dans d'autres pays. Donc moi je dirais personnellement de mon expérience, la French Touch serait l'empathie qu'on a envers le client, la qualité de prestation, le confort, l'expérience client, le confort qu'on lui apporte autour de la prestation, les petits soins que notamment quand je regarde sur les réseaux sociaux étrangers, je ne retrouve pas forcément. C'est vrai. Ils sont très axés performance et pas qualité de prestation. Moi j'ai une histoire qu'on m'a racontée, par exemple un barbeur est parti aux États-Unis se faire coiffer par une star américaine qui a 500 000 abonnés sur Insta, il fait payer 200 € ou même 500 € je crois la presta, et il m'a dit que pendant toute la prestation, le barbeur très connu ne lui a pas adressé la parole. Il lui a envoyé une torpille, en 25 minutes c'était fait, il a payé 500 balles et il est rentré chez lui déculotté, tu vois. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, pas d'expérience client. Donc il a vécu une mauvaise expérience, il était triste et vraiment il m'a dit Sergio, je suis déçu de le suivre. Et tout de suite après, il ne l'a plus suivi. Oui. Et je pense que ça, en France, on ne le retrouvera pas. Oui, c'est vrai que moi, je trouve que... Moi, je suis d'accord avec toi sur ça. Même des fois, sur les réseaux sociaux, on voit des détails, des barbiers avec des milliers de followers qui coiffent à 300, 400 $. Et bah, par exemple, pour faire la barbe, en dessous, et bah, ils vont même pas incliner le siège et mettre la têtière. Le client, il sera comme ça. Et puis, le barbeur, il sera baissé pour faire le dessous. À ce prix-là, enfin, voilà. Pour moi, l'expérience client, elle est vraiment au centre de la réussite de la prestation. Kamal, qu'est-ce que t'en penses? Alors, sur ce sujet-là, j'ai essayé d'y réfléchir. Je suis pas sûr de pouvoir développer autant sur ce sujet-là parce que, comme tu l'as bien dit au début, on a été pénalisé pendant plusieurs années et que je pense qu'on a quelques années de retard quand même par rapport à ce que font nos voisins et ce qu'on fait à l'étranger pour définir une French Touch. On peut le faire effectivement par l'industrie de la mode qui est très très présente dans le monde, la France, donc par ses marques de luxe, etc. Au niveau du service client, je pense que ça peut arriver de voir ça sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça reste des anecdotes. Je suis pas sûr qu'aux États-Unis ou que dans d'autres pays, ils ne soient pas axés service client. Je pense que ça dépend où on va, surtout que ce sont des pays qui sont très axés sur les tips, sur les pourboires. Donc si tu veux un pourboire, en général, il faut donner un service client bien poussé. Et le tips, par exemple aux États-Unis, le tips il est dans la coupe. Hein. Donc même si il est intégré dans la coupe, hein. Ouais. Même si ta coupe, si l'expérience client elle est moyenne, le tips il est... Mais tu vois, si par exemple on rebondit sur ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, je pense que ça peut biaiser un peu. Tu vois, les réseaux sociaux ils sont là, ils relaient l'information, mais je pense pas qu'ils reflètent l'entièreté de l'industrie du barbering dans d'autres pays. Je sais pas. Mais ce qui est intéressant par rapport aux tips, c'est qu'en fait, dans les pays comme au Canada, par exemple, aux États-Unis, c'est tellement une banalité qu'en fait, on cherche peut-être certains pas forcément à aller gagner le tips parce que c'est une banalité. On sait très bien qu'on va avoir un tips même si, etc. Par contre, nous en France, le tips, on va le chercher et c'est une récompense quelque part. Très intéressant ce que tu dis. Et moi, j'ai un client qui allait se faire coiffer au Canada et voilà, le tips, comme il est limite systématique, hein, je crois que c'est peut-être 20% de la presta ou quelque chose comme ça. Ouais. Ils vont pas forcément le chercher dans certains cas. Quels sont les chemins pour devenir barbeur? Comment on peut se reconvertir en barbeur? Et quelles sont les formations qui existent en France? Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que de manière officielle, ce qu'on nous propose en termes de formation, c'est-à-dire à l'école, CAP, BP, ça couvre pas l'entièreté de la réalité du terrain. Et c'est vrai que si on veut se spécialiser du coup dans le barbering, il faut faire des formations annexes, des formations privées. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose pour les formateurs privés, tu vois, comme moi, parce que ce sont des opportunités de business. Mais c'est vrai que des fois, on peut voir des gens qui ont un discours, tu vois, un peu moralisateur sur le fait de
ouais, c'est qu'un barbeur, c'est pas un coiffeur parce qu'il a pas fait de CAP, il a pas fait de BP. Et il faut savoir que CAP, BP, ça peut être bien, il y a des bonnes choses, mais ça couvre pas toute la réalité du terrain et tout ce qu'on peut fournir en termes de services sur le marché, en fait, sur la réalité du marché. Et c'est vrai qu'il y a un manque à ce niveau-là. Moi j'ai l'impression quand on va en Espagne, ils sont par exemple au niveau des ciseaux, au niveau de la technique pure et dure, ils sont plus techniques que nous en France. Est-ce que ça viendrait de la formation par exemple? Est-ce que c'est pas aussi une question de mentalité, de fougue? Tu vois, les mentalités méditerranéennes, tu vois, on sait qu'ils se fixent pas beaucoup de limites. Tu vois, les Espagnols, les Italiens, ils aiment bien tester des choses. Et du coup, ils s'émancipent un peu de ce qu'on peut leur proposer sur la formation officielle d'État. En fait, c'est peut-être une question de mentalité, je sais pas. Déjà, en Espagne, il y a beaucoup d'académies, mais Privé. diplômées d'État. Enfin, il y a privé, mais il y a diplômés d'État. Ça veut dire que là-bas, c'est limite une petite carrière quand même. C'est pas juste un CAP coiffure ou l'équivalent d'un CAP coiffure. C'est une autre branche différente. Donc déjà, c'est valorisant. D'ailleurs, demain, on va recevoir les ambassadeurs de Schoolmen, Rota et Aya, qui viennent d'Espagne spécialement. Et d'ailleurs, Rota, il a monté son académie à Murcia. En fait, on regarde beaucoup ce qui se passe en Angleterre ou aux États-Unis, mais en Espagne, juste en dessous, super intéressant de voir leur travail. Pour rebondir sur ce que faisait l'Espagne, c'est vrai que, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, on voit de très belles choses en Espagne. Est-ce que c'est, alors ça peut être peut-être une question de mentalité, c'est peut-être aussi une question qui sont, tu vois, ils sont quand même assez familiers avec ce qui se passe outre-Atlantique, dans les pays d'Amérique latine où l'industrie elle est quand même très développée là-bas et ils parlent la même langue, mais en même temps ils sont sur le vieux continent, en Europe. Donc au niveau pédagogique, c'est vrai qu'on a quelque chose de très poussé en Europe sur les méthodologies, etc. dans certains pays. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que ça se développe bien en Espagne. Ouais. En tout cas, moi je dirais, on sent l'influence Angleterre, UK. Tourner aussi vers l'Espagne, il y a un gros courant aussi qui est très intéressant. Et l'Italie aussi, il y a des personnes qui sont très intéressantes. En fait, il faut s'enrichir de partout. Ouais. On a Antonio qui est arrivé d'ailleurs, qui fera une démonstration, qui vient d'Italie. Moi je dirais, pour conclure cette question, il faut qu'on s'enrichisse à droite à gauche pour créer sa propre touche. Et on apprend de tous, peu importe l'expérience qu'on a. Moi, on continue tous de se former indéfiniment. En fait, c'est ça qui est génial. Ouais. Imaginez un jeu vidéo qui est interminable, c'est incroyable. Donc là, c'est pareil. On continue de se former sans limite, on partage. Super ce métier. Ouais. On va passer à la dernière question. Quelle est l'influence des réseaux sociaux pour les barbiers? Comment on peut l'utiliser? On peut être un barbier en carton et être super coté sur les réseaux. Est-ce qu'on peut se mettre en valeur? Est-ce que c'est l'outil obligatoire? Kamal, ça c'est ton... Voilà. Les réseaux sociaux, je pense, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, même s'il y a quand même des dérives, toujours dans l'industrie du barbering, il y a des dérives sur les réseaux sociaux. Je pense que ça apporte quand même plus de bonnes choses et plus d'opportunités que le contraire. Il y a du bien, il y a du moins bien. Ce qui peut être magnifique sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un partage de compétences qui est sans précédent, clairement. On peut voir ce qui se passe partout dans le monde, on peut voir différentes techniques, différentes méthodes pour arriver à des résultats. Et puis ça ouvre, je trouve, le champ des possibilités. Et puis s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on serait pas là entre copains échanger. Moi j'aurais pas appris à couper de cheveux. Nous on s'est connus en dehors des réseaux. Mais moi par exemple là, tu vois là ce qui se passe c'est juste magnifique et ça c'est en partie grâce aux réseaux sociaux. Après c'est vrai que l'un des dangers des réseaux sociaux c'est comme tellement de monde partage beaucoup ses compétences, et ben notamment les gens qui sont très très forts, c'est vrai qu'il y a une certaine compétition, une certaine concurrence, donc il y a des gens qui peuvent se sentir, tu vois par exemple quand tu commences la coiffure et que tu as des complexes, tu as des difficultés, etc. Tu vois un mec qui réalise une technique avec une facilité déconcertante, ça peut te... Waouh, tu vois. Il y a ça. Et il y a aussi le format aujourd'hui des réseaux sociaux sur Instagram. Ils sont des formats maintenant très courts, pas comme sur YouTube. Tu vois, moi par exemple, même si j'ai fait CAP BP, j'ai commencé en regardant des vidéos sur YouTube. Je me suis formé sur YouTube, donc le format était long, tu avais le temps de te poser, etc. J'avais regardé pas mal aussi de vidéos de Sergio sur YouTube. Le dégradé casquette. Dégradé casquette, self-cut, etc. Donc c'était bien pédagogiquement. C'est vrai que sur les réseaux sociaux aujourd'hui c'est du format court. Il y a ce problème qu'on peut pas tout montrer, donc on skip des étapes et on se dit mais purée, comment il a fait pour arriver à ce résultat là? Moi ça fait longtemps que j'essaie de le faire mais non, mais c'est qu'en fait le créateur de contenu il a l'habitude de créer du contenu, il a l'habitude de monter ses vidéos, de montrer son travail d'une certaine manière et de montrer sous certains angles, etc. Et il faut savoir que les réseaux sociaux c'est un créneau à part entière, c'est un métier presque entre guillemets, c'est une compétence à part. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bon sur les réseaux sociaux ou pas encore que vous n'êtes pas bon sur le terrain et que vous n'êtes pas capable de fournir de très belles coupes et que vous êtes efficient quoi. Ce sont deux choses différentes. Et sur les réseaux sociaux aussi, et je vais finir là-dessus, on montre aussi ce qu'on veut. Ça veut pas dire qu'on ment, ça veut pas dire que y a des fois où on montre pas, voilà, il y a des fois ça se passe pas comme prévu. On essaie une fois, deux fois, trois fois, des fois ça vient au bout de la 4e fois ou des fois ça se passe pas comme prévu. Sur un format court de 1 minute ou de 15 secondes,
secondes, ce que préconisent de plus en plus les réseaux sociaux pour augmenter sa portée, et plus de portée tout simplement, bah, encore une fois, ça peut porter à confusion parce qu'on voit pas tout. Donc ça, les réseaux sociaux, ça peut être bien, mais il faut avoir un certain recul par rapport à ça. Et c'est pas ceux qui ont le plus de followers qui gagnent le plus d'argent. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. En fait, la plupart du temps, quand on réussit dans ce métier, donc qu'on a beaucoup de clients et qu'on travaille beaucoup, on pourrait dire qu'on n'a pas trop de temps de gérer les réseaux sociaux. Donc finalement, peut-être celui qui n'a pas beaucoup d'abonnés, qui partage pas beaucoup de contenu, c'est celui qui gagne le mieux parce qu'il travaille en réalité. Donc il y a un travail comme ça d'équilibre à faire. Il y en a qui charbonnent et qui font quand même du contenu qualité. Hein. Ouais, carrément. Dans ce cas-là, c'est quand on arrive à atteindre cet équilibre qui est excellent. Mais c'est du travail. Ça demande beaucoup de travail. Moi, si vous voulez mon expérience personnelle, c'est beaucoup de travail. Ouais. J'essaie de limiter à 12-13 clients par jour pour avoir le temps de m'oxygéner aussi l'esprit. J'adore mes clients, j'adore faire ce que je fais sur le terrain. Mais c'est important de ne pas se cramer, pas faire beaucoup de clients quand on veut aussi faire de la création de contenu, parce qu'il faut avoir aussi l'esprit libre, avoir cette créativité et avoir le temps aussi de se former sur le montage vidéo, sur la retouche photo, parce qu'il y a de la retouche photo aussi. Encore une fois, c'est un univers différent et il ne faut pas complexer si on n'a pas forcément le temps de s'appuyer dessus. Il y a des gens qui délèguent ce travail. Bien sûr. Donc, moi en tout cas, je sais que ça me prend énormément d'énergie. Sur cette talk, on va accueillir Antonio. Je voulais vraiment vous remercier. C'était une première, c'était des débats informels qu'on avait à la boutique lorsqu'on échange, que vous venez pour du matos, etc. Moi j'ai pris un vrai plaisir à lancer ça avec vous. Tout de suite quand j'ai pensé à ça avec des équipes, moi je sais c'est qu'il me faut. Il me faut Kamal et Sergio. Ça va être un contenu de qualité. Et voilà, je vous remercie parce que vous êtes des acteurs du barbering. Ça fait longtemps qu'on se connaît et on grandit ensemble sur des parcours différents, mais on grandit ensemble. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans le barbering, c'est que chacun a sa voix et aussi on reste d'une manière aussi en lien et on se donne la